Alors, donc, j'ai intitulé ça la perte d'autorité du droit. Vous allez voir, ça recoupe quelques idées qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment par Pierre Moreau. Et on est plus autour de la thématique du changement, disons que la gouvernance, quoique ça touche évidemment la gouvernance, comme vous allez le voir. Alors, j'ai travaillé cette présentation à partir du courriel qui nous avait été envoyé. On nous disait l'orientation que nous souhaitons donner au colloque est celle de la prospection. Quels sont les enjeux d'avenir dans votre discipline? Pourquoi? Comment le RDCG doit-il se positionner pour être en mesure de vous aider à mener à terme des recherches de qualité sur ces sujets? Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais à partir de là? Et est-ce que je peux trouver des thèmes qui, à la fois, touchent mes travaux et qui sont peut-être un peu fédérateurs, ou en tout cas qui peuvent aussi interpeller d'autres chercheurs du regroupement. Alors, il y a plusieurs cas théoriques, et on a déjà parlé de certains de ces cas théoriques-là autour de la question de la perte d'autorité, ou je dirais perte de légitimité, parce qu'on peut interchanger les termes. Et vous allez voir, c'est vraiment une hypothèse. Donc, je n'essaie pas de démontrer qu'il y a nécessairement une perte d'autorité. Je pose la question, est-ce qu'il y a perte d'autorité du droit? Et on verra que dans certains secteurs, peut-être qu'il y a au contraire un regain d'autorité. Donc, la contre-hypothèse n'est pas écartée non plus. Alors, derrière ça, dans les cas théoriques, enfin, les premiers qui viennent à l'esprit, celui de l'anti-institutionnalisme et du populisme. Donc, l'idée qu'ici, nous tous universitaires, ce qu'on fait serait strictement rien et qu'au fond, la vérité ne vient pas des idées et du monde universitaire, mais vient plutôt de ceux qui ont des bonnes opinions bien tranchées sur des sujets. Le populisme pénal, par exemple, même si au regroupement on fait pas vraiment de pénal, enfin à peu près pas, est une belle illustration de ça. Donc, on n'est pas du côté de la science, mais plutôt d'une espèce d'effet politique. C'est une façon, je dirais, d'évacuer le discours du droit et des juristes et des criminologues, etc., de dire, écoutez, vos études sur l'incarcération, sur la dissuasion ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, donc, c'est plutôt de mettre le plus possible de gens en prison. Et vous allez voir que j'ai un exemple de ça tout à l'heure. Donc, il y a cette idée-là, donc, qui va un peu contre les institutions, contre les études, contre, je dirais, la science, entre guillemets. Bon, l'idée de contrat social, avec ce thème que vous connaissez sûrement d'intérêt général, et donc de l'État aussi éventuellement, donc on n'est pas trop loin de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi un cas théorique tout à fait possible autour de cette perte d'autorité, parce que bon, si on retourne jusqu'à Rousseau, on sait très bien que le contrat social, on donnait un peu, mais essentiellement, c'était pour l'État, c'était pour une sécurité, c'était pour une cohésion, et le droit pouvait être le représentant de cette cohésion-là. Le pluralisme, j'en parle pas parce qu'on en a beaucoup parlé avant, mais certainement c'est un cadre théorique qui est pensable. Régulation aussi, donc qui décide de l'orientation. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont des acteurs de la société civile? Est-ce que ce sont des entreprises? Donc, qui décide du droit, qui décide de la norme? Donc, vous voyez, c'est aussi lié au pluralisme. Et aussi, l'imaginaire des juristes. C'est-à-dire que cette idée que les juristes ont souvent l'impression que derrière il y a la norme, il y a une vérité, il y a un impact réel sur le monde. C'est-à-dire, changeons la norme et on va pouvoir changer l'ordre des choses. C'est un discours très fréquent donc chez les juristes qu'on entend assez souvent et on est, je dirais, dans cette culture-là assez porteur de ce discours-là. On est assez normatif souvent quand on parle et les juristes le sont, donc changeons de droit et tout va aller un peu mieux sans trop qu'on ait fait d'études d'impact ou quoi que ce soit du genre. Alors, ce sont des cadres théoriques. Perte d'autorité, de légitimité, donc à 3 niveaux. Je vais parler rapidement donc au niveau des institutions, des acteurs et des normes. Et il y a vraiment des interrelations. Acteurs, normes, institutions, tout ça fonctionne un peu ensemble. Mais j'essaie d'isoler ces moments-là. Institutions, bon, décrochage judiciaire. À la fois, travaux de Pierre Moreau sur l'accès à la justice, et il n'y a pas que Pierre Moreau, mais c'est un thème du décrochage judiciaire, même le gouvernement du Québec, depuis 4 ou 5 ans, en fait une priorité. Les juges, maintenant, dans leur discours, tentent de contrer le décrochage judiciaire. Donc, ce n'est pas un thème qu'on ignore, en fait, qui est nouveau. Et participe donc à cette perte d'autorité du droit. Si on a un conflit, on ne va pas nécessairement passer par les tribunaux. On va trouver d'autres façons. Les tribunaux sont trop chers, sont trop longs, c'est trop compliqué, etc. Donc, on va trouver d'autres façons de régler le problème ou on ne le réglera pas, ce qui est une façon aussi de déconsidérer une norme juridique. Si on décide qu'on aura un droit valide, mais qu'on ne va pas le faire valoir, on est en train de dire que la norme, au fond, elle nous interpelle un peu moins. Décrochage judiciaire, on peut voir ça aussi en matière pénale, où les statistiques, en fait, ceux qui ont fait des études en victimologie vont dire que c'est peut-être 5% des crimes contre la personne qui sont éventuellement dénoncés. Enfin, c'est assez dur d'avoir des chiffres là-dessus, mais c'est encore, en tout cas, un très petit pourcentage qui se retrouve éventuellement devant les tribunaux. Donc, est-ce que ça veut dire que le droit n'a pas une si grande autorité que ça? La question se pose.
Régulation en santé, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est un domaine que je connais moins, mais peut-être que là, il y a un surplus de régulation et d'autorité, mais tout ce qui est consentement aux soins, notamment, de ce que je peux lire, et vraiment là, je suis un amateur quand je dis là-dessus, c'est des lectures de journaux et pas beaucoup plus, mais on a l'impression, en tout cas, que les lieux de décision ne sont plus du tout ceux du droit, mais qui sont en train de passer ailleurs, hôpitaux, etc., etc. Ou alors ils importent du droit, ou alors ils se font des normes. En tout cas, à mon avis, il y a un enjeu au niveau de la perte d'autorité, ou alors il y a un regain d'autorité, ou alors il y a une perte, mais certainement il y a une question à se poser au niveau de la santé. Enfin, comme je vous dis, point d'interrogation de façon un peu amateur, mais je me disais, il y a peut-être là quelque chose à réfléchir pour les gens du regroupement. Puisque, comme je vous l'ai dit, je cherchais peut-être un thème qui pourrait être un peu rassembleur. Au niveau des acteurs, là, j'ai pris deux exemples vraiment à l'extrême. De Judge Bose, que vous connaissez peut-être parce que ils ont fait la manchette il y a quelques semaines. Ce sont 4 ou 5 personnes en Beauce qui ont écouté trop de films de super-héros, n'est-ce pas? Et qui ont décidé qu'ils allaient être l'espèce de prolongement, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, nous sommes comme le prolongement de la loi, et qui allaient intervenir sur les pédophiles. Alors, ce sont des gens organisés avec un T-shirt avec une tête de mort, et lorsqu'ils savent qu'il y a peut-être un pédophile quelque part, ils vont intervenir. Ils sont 4 ou 5, et ils vont fortement suggérer à la personne de se faire soigner. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment, quand je dis anti-institutionnalisme et populisme, je trouve un bel exemple, c'est des libertariens d'une certaine façon, qui n'ont plus besoin de l'État, qui sont le prolongement de l'État, mais avec d'autres normes. Présomption d'innocence, enfin, ils connaissent un peu moins comment est-ce qu'ils font l'enquête, ils font de la filature, il y a des dénonciations, donc ils se mettent tout d'un coup à identifier quelqu'un, ils le suivent pendant quelques jours, et à un moment donné, ils trouvent que la personne est trop proche des écoles, alors ils vont intervenir en lui suggérant de se faire soigner. C'est quand même assez singulier, mais assez symptomatique quand même, je dirais, d'une vision qu'on a du droit et du système juridique, et donc d'une perte d'autorité au sens large. Google, donc là, on est vraiment à l'autre bout, on n'est plus en Beauce, mais on est vraiment au niveau d'une multinationale qui fait beaucoup de sous. Mondialisation, privatisation de la norme, c'est un dossier que je travaille depuis maintenant 1 an. Et je pense qu'on arrive à démontrer que Google, c'est au fond la loi du plus fort. Dans bien des secteurs, vie privée, droit d'auteur notamment, où ils arrivent à imposer des normes parce qu'ils sont gros, parce qu'ils mettent de l'avant des services, de Google Books à Street View, à Google Actualité et d'autres, et qu'à partir de là, le droit est en train de suivre ce qu'ils font. Ils se font poursuivre, et pour eux, se faire poursuivre n'est absolument pas un problème, c'est tout à fait normal dans leur logique de construction de la norme. Et soit qu'ils gagnent les procès, ils en perdent quelques-uns, même quand ils perdent, des fois, ils arrivent à quand même faire valoir leurs points, ou assez souvent, leur stratégie pour faire la norme, c'est, une fois qu'ils sont poursuivis, d'arriver à des ententes avec ceux qui les poursuivent. Et à partir de là, donc, d'avoir fait avancer, en tout cas, leur produit et je dirais, leur modification à la norme d'un cran. Donc, il y a vraiment là, je dirais, un défi très fort qui est posé au droit autour de Google et une perte d'autorité au sens large parce que j'ai rencontré des gens de chez Google et pour eux, ce que dit le droit n'est pas si important que ça. C'est une donnée parmi d'autres, mais de se faire poursuivre, c'est même normal. Quelqu'un chez Google me dit, si on ne se fait pas poursuivre, ça veut dire qu'on fait quelque chose de pas correct. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'innover, et donc il faut qu'on change nos produits. Et là, ce qu'on se fait poursuivre, on se rend compte qu'on est en train de faire de l'innovation. Ce qui est quand même donc un défi encore là, posé au droit et un regard, enfin, en analyse économique, il y en avait beaucoup à dire sur comment on voit la norme à partir de là. Et je termine avec perte d'autorité dans les normes. Et là, on est beaucoup plus dans des sujets que j'ai travaillé ou que je commence à travailler. On est dans le numérique. Perte d'autorité, désuétude. J'en ai identifié quelques-uns. Désuétude dans la distinction privée-publique. Et pour arriver à conclure qu'il y a une désuétude, évidemment, ça prend une recherche empirique et j'en commence une donc dans quelques semaines autour de ces notions-là, autour de savoir donc qu'est-ce que les usagers font sur Internet, qu'est-ce qui pour eux est protégé par une loi quelconque et donc quelle est leur perception du droit et quels sont leurs comportements par rapport au droit. Mais déjà, j'ai l'impression, mon intuition en tout cas, c'est que ce qui est privé pour ces gens-là n'est pas ce qui est privé pour nos lois et qu'ils n'ont certainement pas la même compréhension de cette distinction privée-publique. En tout cas dans Internet. La question du consentement, d'abord chez Google, elle est assez intéressante parce qu'il y a un renversement de perspective. De YouTube à Street View à d'autres moteurs de Google, on présume le consentement, grosso modo. Et si les gens ne sont pas d'accord, ben, on pourra retirer leur image, leurs œuvres, etc. Mais donc, c'est un renversement de perspective par rapport
à notre manière plus traditionnelle de voir les choses, ou si on veut utiliser des informations de quelqu'un, l'œuvre de quelqu'un, l'image de quelqu'un, etc., on va d'abord lui demander, et ensuite, donc, selon sa réponse, on pourra ou non aller de l'avant. Donc, renversement de perspective ou de paradigme à cet égard-là. Aveuglement, et là, ça peut peut-être intéresser un peu plus notre ami Vincent, aveuglement au niveau contractuel, où moi le premier, je lis rarement avant de cliquer « I accept », et on se rend compte que c'est assez généralisé. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire qu'on fait confiance tellement qu'on n'a plus besoin de lire, ou est-ce que ça veut dire que l'institution même du contrat, au fond, n'est pas si importante que ça? Enfin, je trouve qu'il y a des questions à se poser, et je terminerai avec la réécriture, et ça, c'est, pour moi, il y a un enjeu encore plus important qui se passe au niveau de la réécriture. Partager signifie communiquer. Là, par exemple, en domaine du droit d'auteur, on a eu des traités de l'OMPI en 1996 parlant de communication par télécommunication. Donc, le fait de mettre une œuvre sur Internet était quelque chose qu'on nommait, on parlait de droit de mise à disposition. Donc, on a eu développé tout un langage, au fond, en droit, pour nommer le fait de mettre une œuvre sur Internet. Je résume, mais c'est à peu près ça. Tout ça vient d'être avalé, en fait, depuis quelques années, par le mot « partager ». Et lorsqu'on partage, au fond, on commet un acte juridique important, protégé par le droit d'auteur notamment. On est en train de communiquer au public, le plus souvent, c'est ce qu'on fait lorsqu'on partage. Mais tout d'un coup, il n'y a plus la connotation juridique du tout. Il y a une connotation très amicale, très gentille de « je partage », mais je suis en train de faire là un acte juridique qui est de communiquer une œuvre au public. Donc, je trouve qu'il y a un enjeu de réécriture, de renommer des choses, de prendre la place du droit pour nommer une réalité et en même temps la déformer un petit peu et peut-être lui enlever de son importance. Activer son profil. Lorsqu'on active son profil, essentiellement, on transmet des données personnelles, mais on ne dit pas veuillez transmettre vos données personnelles en appuyant ici. On vous dit d'activer votre profil parce que c'est beaucoup plus sympathique, mais juridiquement, il se passe quelque chose derrière ça et je trouve que c'est pas innocent d'investiguer un peu ces questions-là. Et la dernière, donc, que j'ai trouvée comme ça assez rapidement, accéder à Internet est pensé comme un droit fondamental parce que je suis tombé en fait, en me posant la question jusqu'à où est-ce que les gens peuvent penser qu'avoir accès à Internet est considéré comme un droit fondamental de deuxième, troisième, quatrième génération, je ne sais trop. Un des rares sondages que j'ai vu fait par la BBC en Angleterre, on voyait que 4 personnes sur 5 considéraient qu'avoir accès à Internet était un droit fondamental. Évidemment, on ne sait pas de quel niveau où ils placent exactement, mais on voit quand même très bien qu'il y aurait une réécriture. En fait, pour eux, il y a là quelque chose de fondamental. On ne sait pas si c'est au même niveau que le droit à la vie, mais certainement, il y a là un droit fondamental d'avoir accès à Internet. Et clairement, il y a une réécriture, en fait, dans leur imaginaire. Mais il y a un décalage, et c'est ce qui m'intéresse, donc c'est ce décalage entre ce que les gens peuvent penser et ce que le droit peut dire. Et c'est là que je pose donc la question de cette perte d'autorité ou de légitimité du droit. Donc, ce sont quelques exemples de normes dans le numérique et tout ça pour se demander si, autour de la perte d'autorité ou de légitimité du droit, il y a un concept fédérateur, en tout cas, qui peut rassembler les travaux, peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas, il y a peut-être là un fil conducteur qu'on pourrait éventuellement utiliser. Voilà. Merci. Merci de s'être prêté à l'exercice demandé. Sans transition, si vous permettez, peut-être qu'on va prendre les questions à l'issue des 4 présentations. Alors, on va continuer dans l'ordre, encore une fois, qui était inscrit dans le programme, et l'ordre, en l'occurrence, ici, des personnes présentes. Je pensais que c'était alphabétique. Joanne Poirier, je vais peut-être la présenter parce que, encore une fois, c'est une recrue dans notre équipe. Joanne, comme toutes les Joannes, est québécoise, mais nous a... Vous connaissez mon âge aussi. Quand on s'appelle Joanne, vous savez quand on est né à peu près. Mais a été en Belgique à l'Université libre de Bruxelles, si je me souviens bien, pendant quelques années, et est revenue donc récemment, cette année, à McGill, avec une chaire dont j'ai oublié le nom, mais elle était déjà en fait intégrée dans pas mal de recherches avec des chercheurs du développement, donc c'était assez naturel de lui proposer de se joindre. Merci beaucoup, ça fait grand plaisir d'être de retour. Ce que je vais vous présenter est beaucoup moins
comment dire, théorique et réfléchi dans le cadre de votre projet de recherche que je pense que ce que vous aurez comme présentation au cours des deux journées. Entre autres parce que je viens d'arriver, donc je vais utiliser le prétexte de la nouveauté, aussi parce que je suis partie du même paragraphe que Georges a cité tout à l'heure, en me disant, mais voilà, dans quoi est-ce que mes recherches actuelles pourraient s'inscrire, et peut-être pour trouver des filons ou des collaborations éventuelles. Et j'ai essayé de coller quand même pas mal au vocabulaire qui était utilisé, on ne le voit pas très bien. Mais donc, j'ai intitulé cette petite présentation, 10 minutes, « Les défis posés par la transformation », donc on voit le changement, du gouvernement multiniveau à la gouvernance multiniveau dans le système fédéral canadien. Donc ici, je vais un peu lever le voile sur la notion d'État, parce qu'on parle de l'État constamment, mais évidemment, l'État concret dans lequel on vit n'est pas un État univoque, c'est un État complexe, c'est un État fragmenté, c'est un État dans lequel il y a des interactions, et c'est dans ces interactions-là que le droit imprécis se manifeste en droit constitutionnel et en droit administratif, et c'est là-dessus que j'ai pas mal planché. En 3 temps, une question de terminologie, ça va prendre pas mal de temps parce que simplement parler des concepts du titre, je pense que ça va m'amener à clarifier un petit peu les ambiguïtés sur lesquelles j'essaie de travailler, le constat de la mutation et les défis, les éventuelles questions de recherche qui pourraient peut-être susciter des intérêts communs. Donc, j'ai commencé par dire gouvernement. Ben, gouvernement, ça peut vouloir dire énormément de choses. Est-ce qu'on dit simplement la gestion des affaires publiques? Est-ce qu'on parle des acteurs lorsqu'on est dans une fédération, les gouvernements? Est-ce qu'on parle plutôt de la branche exécutive? C'est souvent le cas. Est-ce qu'on parle simplement du droit positif? Et là, j'en ai mis 2 en gras, simplement pour vous dire que dans mon schéma ici, et j'adopte une posture très classique, positiviste, je parle du droit positif par les acteurs constitutionnellement reconnus. D'accord? Et je sais que c'est tout à fait sujet à débat, j'en suis consciente, mais pour parler de la mutation, pour moi, c'est important. Alors, on a des règles de droit public, des règles de droit constitutionnel, des règles de droit administratif qui visent les rapports entre les acteurs de la fédération, et les acteurs formels de la fédération, c'est l'autorité fédérale et les provinces. Or, on sait qu'il y a d'autres acteurs, on y viendra. Alors, le terme gouvernement devait être précisé. Le terme multiniveau, celui-là, n'est pas tout à fait adapté dans la première partie du titre. Pourquoi? Parce que dans le système fédéral canadien, tel qu'il a évolué assez rapidement après 1867, il n'y a pas formellement de hiérarchie entre les provinces et l'autorité fédérale. On n'est pas dans un système multiniveau. Alors on a tendance au Canada et au Québec de parler d'ordre de gouvernement et non pas de niveau ou de palier de gouvernement pour essayer d'éviter justement cette conception de la hiérarchie et des niveaux. D'autres systèmes fédéraux sont organisés autrement avec des rapports de force constitutionnalisés qui sont autres. Et donc, peut-être que j'aurais pu parler de gouvernement polycentrique ou parallèle ou coordonné. Mais l'idée que je veux, sur le plan institutionnel, l'image que je vais utiliser, c'est l'architecture formelle de la Fédération canadienne. C'est une fédération en piliers, c'est-à-dire qu'il y a les provinces, il y a l'autorité fédérale, et chaque province et l'autorité fédérale, en parallèle, sont dotés à la fois de pouvoirs législatifs et de pouvoirs exécutifs. Et c'est l'exécutif qui met en œuvre les lois et les programmes de son ordre de gouvernement. Donc, en principe, tout le monde fonctionne de façon relativement cloisonnée, et c'est en partie pour ça que notre droit constitutionnel et notre droit administratif prévoient très, très peu de règles qui gouvernent les interactions et les rapports. Parce que l'architecture foncière de cette fédération-là ne l'a pas prévu. Or, on va voir qu'il y a eu des mutations, mais que le droit n'a pas suivi. Il y a des systèmes fédéraux où les interactions sont beaucoup plus structurées et organiques. Le paradigme serait l'Allemagne ou la Suisse ou l'Union européenne par analogie, où l'équivalent des provinces mettent en œuvre une bonne partie du droit fédéral. Et donc, on doit prévoir l'interaction puisque la loi est adoptée à Ottawa et elle est mise en œuvre à Saskatoon. Et donc, il faut qu'on prévoie comment elle est mise en œuvre. Au Canada, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, les modalités d'intégration et d'interconnexion ne sont pas les mêmes. Encore une fois, en fonction du droit positif, constitutionnel et administratif canadien, il y a très, très peu de règles. Je le répète, très peu de règles qui prévoient l'interaction.
il y a certaines règles. Si vous avez fait un cours de droit constitutionnel une fois dans votre vie, vous vous souvenez peut-être de ces trucs très, très étranges, des arrêts des années 50 où on parlait d'interdélégation, où on permettait au fédéral de transférer un certain pouvoir réglementaire aux provinces et parfois aux provinces de le faire au fédéral, mais ne pouvaient pas transférer un pouvoir législatif. C'est assez abscon, tout ça. Ça a donné lieu à énormément de pratiques. Et donc, en fait, il y a très peu de jurisprudence, il y a à peu près pas de règles écrites, mais il y a énormément de pratiques de transfert, de compétences, d'administration. Donc, il y a quelques règles, mais pour le reste, dans notre conception du droit, le reste, ça relève du registre essentiellement politique. Le droit, tant institutionnel, c'est-à-dire ce que j'appellerais le droit écrit qui formerait un corpus de normes, des règles, soit dans la Constitution, dans des lois, etc. On ne trouve pas beaucoup de matière pour expliquer les interactions. Et le droit, dans sa formulation plus de common law, judge-made, l'interprétation, l'intervention des juges, est aussi tout à fait déficitaire dans ce contexte-là. Donc, c'est une sorte de boîte fermée politique, et le droit est parfois mobilisé, mais souvent reste un petit peu à l'extérieur, en tout cas dans l'imaginaire des publicistes et des politologues. On a tendance à penser que les relations entre les provinces et le fédéral, c'est de la politique, c'est pas du droit, ça ne doit pas relever du droit, et encore une fois, dans ma définition assez étroite du droit comme étant du droit positif. La mutation, je viens en partie de l'évoquer, c'est-à-dire que dans la pratique, les ordres de gouvernement se sont échangés des compétences administratives, des pouvoirs réglementaires, parfois de façon légale, lorsqu'il y avait des règles, et très souvent de façon, je dirais, paraconstitutionnelle ou paralégale. Ils le font en dépit des règles, ou parce qu'il n'y a pas de règles très claires, ou simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle de ce qu'ils font. Les exécutifs parviennent à faire ensemble des choses qu'ils ne pourraient pas faire dans leur propre ordre de gouvernement. Ils seraient assujettis à beaucoup plus de contrôle des tribunaux s'ils agissaient à l'intérieur de la province que s'ils agissent de façon oblique ou transversale. Je répète encore une fois, l'exécutif suit le législatif. Vous adoptez un règlement qui n'est pas conforme à la loi, vous allez être contrôlé. Vous allez être contrôlé théoriquement, en tout cas par le Parlement, qui va contrôler l'élaboration des normes, mais je ne sais pas si tu en parleras tout à l'heure, et en principe peut être contrôlé par les tribunaux. Si un fonctionnaire prend un acte administratif, prend une décision qui n'est pas conforme au règlement, toujours dans le même ordre de gouvernement, ça peut être susceptible de contrôle judiciaire, de contrôle administratif. Mais lorsque les acteurs commencent à se transférer des compétences administratives, des pouvoirs réglementaires ou à agir de concert, le contrôle devient beaucoup plus difficile. Le contrôle parlementaire devient particulièrement difficile parce que vous êtes le Québec, vous avez transféré des pouvoirs réglementaires à Ottawa. Quel parlement va contrôler l'élaboration des règlements? Quelle commission parlementaire va se pencher là-dessus? Déjà, ce contrôle-là est probablement déficitaire ou très limité à l'intérieur d'un ordre de gouvernement, et quand il y a des transferts, ça se fond. Enfin, c'est certainement une hypothèse assez forte. Je pense qu'il mériterait peut-être d'être... Enfin, qu'il mérite d'être testé empiriquement, mais je pense que c'est assez probable. Contrôle judiciaire devient extrêmement ténu dans un contexte pareil. D'une part, parce que c'est assez opaque, on ne sait plus qui fait quoi. Et aussi parce qu'il y a de la jurisprudence là-dessus qui est assez hallucinante, où l'administré, qui est face à une décision qui a été prise par un fonctionnaire en vertu de règlements qui proviennent à la fois de la province, d'une autre province, du fédéral, d'entente intergouvernementale, d'une normativité complètement en réseau, les tribunaux sont un peu dépourvus. Premièrement parce que la hiérarchie des normes, malgré tout, qui caractérise notre état de droit positif, j'en s'entend, en droit constitutionnel et en droit administratif, ne tient plus lorsque les normes sont enchevêtrées. On a parfois des ententes intergouvernementales qui n'ont même pas le statut de loi, mais qui ont une effectivité supérieure à la loi. Et on a aussi parfois une opacité entre ce qui se passe. Et en plus, au Canada, on a la Cour fédérale qui est compétente pour les actes administratifs fédéraux, les cours provinciales et supérieures qui sont compétentes pour contrôler les actes des provinces. Lorsqu'ils prennent des actes concertés, les administrés tombent entre les deux, très souvent. Et il y a eu des ballottages très, très fréquents. Et encore une fois, le droit n'est pas absent.
Et le droit est peu structuré et peu adapté à cette réalité-là, à cette mutation-là. Je viens de parler de quelque chose qui n'était pas sur le PowerPoint, donc là, je vais y venir. Gouvernance, ben là, je vous annonce pas quelque chose de nouveau, évidemment. J'ai simplement pris une définition, je pense, qui venait à peu près du livre blanc de 2000. Qu'est-ce que ça apportait à ma réflexion, la gouvernance? Et je disais tout à l'heure que je n'étais pas entièrement à l'aise avec le concept, mais qu'est-ce que ça apportait? C'était de dire, ben, d'une part, les rapports se nouent avec des niveaux, et en Europe, on était vraiment dans une architecture beaucoup plus par niveau. On a intégré dans certaines formes de rapports au niveau dans le cadre de l'Union européenne avec des acteurs locaux, municipaux, régionaux, qui n'avaient aucun statut en droit européen. Et en dépit de ça, on a conclu des contrats, les fonds structurels ont été organisés avec ces acteurs-là. Et donc, on a fait quelque chose que je pourrais encore une fois qualifier de paraconstitutionnel. Donc, ces acteurs-là sont entrés par la bande, mais dans des phénomènes de financement extrêmement importants. Et donc, la gouvernance permettait de contourner la limite du gouvernement. Parce que quand on parlait de gouvernement, on parlait de l'Union européenne et on parlait des États membres. Quand on parlait de gouvernance, on pouvait un petit peu étirer les acteurs, étirer la définition pour faire pénétrer des acteurs qui normalement n'auraient pas été reconnus. On a fait également entrer des acteurs non étatiques, notion de gouvernance, ça permettait de faire ça. Et des recours à toutes sortes de mécanismes, on l'a vu tout à l'heure, des mécanismes de droit mou, de soft law, des contrats, des normes qui ne sont pas les normes classiques de droit public, même en droit européen. Parallèle avec le droit canadien, par le biais d'ententes intergouvernementales et de rapports de relations intergouvernementales, parfois encadrées par le droit, mais souvent qui échappent au droit positif, on a intégré des niveaux qui ne sont pas officiellement reconnus par l'ordre constitutionnel canadien. Donc, on voit des ententes qui se nouent entre le fédéral, les provinces, les municipalités. On voit des rapports horizontaux se créer à l'intérieur de la fédération, des rapports de régions, des régions qui se transfèrent des compétences, qui mutualisent des ressources, etc. Ça passe complètement sous le radar. Faites un cours de droit constitutionnel, vous ne voyez pas ça. Prenez le traité de droit administratif, on n'en parle pas. Mais le droit est en train de restructurer ces rapports-là à l'extérieur, si on veut, du schéma officiel. On intègre des acteurs non étatiques, parfois des acteurs privés, donc le parallèle avec l'Union européenne, mais également parfois des rapports avec les peuples autochtones. On conclut des ententes, les ententes de police dans les réserves, par exemple. Et donc, quelque part, par la voie contractuelle, on accorde une voix, une participation à des groupes autochtones dont ils sont privés en droit constitutionnel et administratif canadien, parce que ce ne sont pas des gouvernements, mais ce sont des acteurs dans la gouvernance fédérale, si on veut. La même chose avec des minorités linguistiques. C'est parfois très fragile, ces rapports-là, justement parce qu'ils sont peu encadrés par le droit, ils ne sont pas protégés par la Constitution, mais il y a quand même une pratique assez riche. Les recours à des mécanismes de droit mou, j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de la normativité en réseau, dans un domaine de politique publique, et là je ne sais pas si des gens ici ont travaillé là-dessus, mais moi ça m'intéresserait beaucoup, par exemple les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, pour essayer de détricoter qui fait quoi dans une politique publique. C'est de la vraie topographie. On essaye de savoir, mais c'est la province, c'est la municipalité, c'est un acteur privé, c'est l'hôpital, c'est le fédéral. Ils le font par le truchement de règlement, ils le font par truchement de loi, ils le font par entente intergouvernementale. Est-ce que l'entente a été transformée en droit? Est-ce qu'elle n'a pas été transformée en droit? Il y a des ententes qui ont littéralement en droit positif, et là je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais en droit positif, qui contreviennent à toutes les règles de légalité, mais qui ont une effectivité telle sur le terrain qu'elles sont supérieures à la loi, voire parfois même à la Constitution. Donc on a une normativité qui échappe, encore une fois, à la structure du droit positif. Encore un élément de mutation, je vais devoir aller beaucoup plus vite, un engouement, donc en parallèle de tout ce qui est parajuridique, je dirais, depuis une quinzaine d'années, un engouement de la Cour suprême du Canada pour ce qu'elle appelle le fédéralisme coopératif, qui a deux impacts, deux conséquences. L'un, c'est l'accroissement des chevauchements de compétences législatives. On essaye de limiter les frontières entre les compétences provinciales et fédérales. Quel est l'impact de ça?
c'est que les deux législateurs, en principe, peuvent intervenir. Ça renforce, et là, je ne peux pas entrer dans le détail, mais ça renforce le pouvoir exécutif chaque fois. Parce que, plus ou moins, ce que les tribunaux font, c'est dire, écoutez, vous avez des problèmes de politique publique, vous êtes tous relativement compétents. Double aspect, vous pouvez utiliser vos pouvoirs pour réguler ce domaine-là. Et après, ce sont les acteurs de terrain, les autres branches de gouvernement, certainement l'exécutif, qui doit gérer ça sur le terrain. Et là, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup moins de contrôle. Je pourrais élaborer éventuellement s'il y a des gens qui travaillent dans des domaines connexes. Voilà, je conclus avec ceci. J'essayais de penser à des questions de recherche qui pourraient peut-être interpeller des gens. La première, c'est l'inadéquation des mécanismes de contrôle classiques face à la normativité en réseau. C'est peut-être un peu bateau, peut-être que vous travaillez là-dessus depuis 5, 6, 10 ans, alors je serais heureuse de partager, enfin, que vous partagiez vos trouvailles avec moi, mais essentiellement, la normativité en réseau qui remplace la normativité en pyramidale, si on veut, pour moi, c'est un constat, c'est un diagnostic. C'est comme ça que ça se passe concrètement. Mais ce n'est pas normatif dans la mesure... Non, je ne devrais pas utiliser normatif parce qu'ici, c'est ambivalent, mais c'est pas... c'est une description de ce qui se passe, mais ce n'est pas nécessairement une image de ce qui devrait être, disons-le comme ça. Et nos mécanismes de contrôle pour l'instant, et on peut décider que ces mécanismes-là sont surannés, sont dépassés, ne sont plus utiles, mais les mécanismes parlementaires, les mécanismes judiciaires de contrôle de l'action administrative ne sont absolument pas adaptés à cette normativité-là. Donc, on peut la constater, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans un état de droit? On peut peut-être décider qu'il y a d'autres mécanismes, que les médias devraient le faire, que la participation populaire devrait être un autre mécanisme de contrôle, etc. Peut-être qu'on peut le voir comme ça, mais en tout cas, moi, étant prof de droit constitutionnel en première année, j'ai la naïveté de croire que le contrôle parlementaire et le contrôle judiciaire ont encore une place à jouer dans un état de droit constitutionnel comme le nôtre. Deuxième élément, l'évolution du rôle des juges. Donc, les juges, de plus en plus dans le droit constitutionnel canadien, comme je le disais, ont tendance à dire à tous les ordres de gouvernement, vous avez une partie de la compétence, vous pouvez régler ça ensemble, et après, ils se retirent. Et donc, lorsque les partenaires de la Fédération ne s'entendent plus, les tribunaux ne veulent plus intervenir. Et on l'a vu, on ne peut pas entrer dans les détails, mais dans le registre des armes à feu, les tribunaux qui invitent le fédéral et les provinces à agir ensemble pour créer un registre, et lorsque le fédéral agit unilatéralement pour abolir le registre, les tribunaux qui disent ça ne nous concerne plus. Et moi, l'évolution du rôle de juge me semble très importante. Et deuxièmement, le troisième, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc je vais juste le mentionner très, très rapidement. En général, et là c'est très rapide, mais le pluralisme juridique tel qu'on l'a évoqué jusque maintenant, en général, ça se met en parallèle du droit étatique. Et dans ma recherche, ce que j'ai constaté assez souvent, c'est que l'État lui-même, j'aime bien parce que Shana me dit déjà non, donc on va avoir une discussion à un moment donné, les autorités publiques, les gouvernements, parfois choisissent d'utiliser des mécanismes illégaux pour régir leurs rapports. Et donc, eux-mêmes élaborent une sorte de pluralisme juridique en parallèle du droit étatique. Et ce n'est pas des acteurs non étatiques qui le font, c'est les acteurs étatiques qui utilisent le non-droit pour régir leurs relations. Et je trouve que ce phénomène-là est assez interpellant. Et je termine là-dessus. Est-ce que le constat de la gouvernance sonne le glas du droit public? Et si oui, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde que je mène en étant là avec mes règles de droit, ma hiérarchie, mes désirs de contrôle, etc. Ou est-ce que c'est simplement un appel à la réforme pour que les mécanismes de contrôle suivent la réalité du terrain? Merci beaucoup. Désolée. Je m'excuse de... Non, tu as raison, je suis désolée. Voilà, désolée pour les suivants. Pour passer cette fois-ci aux deux intervenants étudiants, Andréane Bolduc, dans un premier temps, je parle de... C'est vous qui décidez. Je sais pas, mais c'est pour les commodités. On est très polyvalent. Je pense que les gens entendent mieux. Je pense que les gens entendent mieux. Alors, deux mots sur
Andréane Bolduc, qui est d'ailleurs comme Jean-Sébastien, étudiante de Jean-François Coudreau-Desbiens, qui est un aimant à doctorant de qualité. Andréane a fait sa maîtrise à Laval. Alors on n'a pas eu tellement dans les textes que l'on a reçus des étudiants, on n'a pas reçu de textes de Laval, mais à certains égards, Andréane représente un petit peu cette université partenaire. Je veux simplement signaler que c'était un petit changement de gouvernance. Il y a quelques années, on avait institué des colloques étudiants. J'y ai participé le dernier à Laval, et puis on a décidé de les intégrer avec ce colloque les 18 mois. Je pensais que les recherches des étudiants méritaient, je dirais, ce lieu de partage. Andréane. Merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, c'est bien parce que Mme Porry, ayant parlé de droit constitutionnel, ça a réchauffé un peu parce que moi, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais parler plus de droit parlementaire et là, ça devient peut-être un peu plus abstrait même que le droit constitutionnel. Donc, moi, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être très appliqué également. En fait, c'est une proposition de lecture des règles en matière de déontologie parlementaire sous le prisme que nous offre l'internormativité. Donc, ma proposition constitue peut-être une démonstration donc, de l'éclatement de la gouvernance publique et de son éventuelle prise en charge par le droit. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec le concept de règles d'éthique et de déontologie parlementaire, je fais simplement référence à des règles telles que le code d'éthique et de déontologie applicable à l'Assemblée nationale, le code de conduite qui s'applique à la Chambre des communes britannique, même chose à la Chambre des représentants américaine. Et donc, ma proposition vient du fait que ce qu'on trouve souvent dans la littérature sur ce type de normes, c'est un problème d'efficacité. À chaque fois qu'on assiste, qu'on se retrouve devant un scandale, que l'on pense du scandale du Watergate à l'époque ou au scandale récent au Sénat canadien, donc on évoque des besoins de réforme de ces règles, on dit que ces règles-là n'arrivent pas à faire leur travail, en fait à avoir l'emprise qu'elles devraient avoir sur les parlementaires. Et donc, quand on doit penser la réforme donc, dans ce domaine, comment peut-on la penser de façon utile et efficace? Donc, cette idée m'a amené à me questionner donc, sur le contexte au milieu dans lequel ces règles de déontologie parlementaire vont intervenir. Et pourquoi? Parce qu'en cette matière-là particulièrement, le droit n'est pas du tout un objet isolé. Dans le domaine de la déontologie parlementaire, les règles en matière de déontologie parlementaire vont intervenir également au carrefour donc de diverses normativités qui vont être tirées de plusieurs autres disciplines. On pense à la science politique, on pense à la science administrative, on pense également à l'éthique, donc qui va avoir un grand impact dans ce domaine. Et donc, j'ai utilisé le concept de l'internormativité pour mieux saisir peut-être le contexte et produire une grille de lecture plus fine, plus précise, donc des problèmes d'effectivité en matière de déontologie parlementaire. Donc, j'ai saisi évidemment le concept d'internormativité dans son approche sociologique définie par Guy Rocher. Donc, je rappelle, Guy Rocher disait que l'internormativité, dans son aspect plus sociologique, représentait la dynamique des contacts, des rapports de pouvoir, des modalités d'interfluence ou d'interaction qui pouvaient être observées entre deux ou plusieurs systèmes normatifs. Et donc, cette conception d'internormativité implique un dialogue entre des ordres normatifs juridiques et non juridiques, mais également entre des ordres normatifs non juridiques entre eux. C'est un concept qui permet donc de s'intéresser à la cohabitation, à la négociation d'espaces régulés entre les différents acteurs, donc, de ces ordres normatifs, et plutôt qu'à la stricte domination donc, d'un ordre normatif sur un autre. Donc, voici donc ma proposition de comment, en fait, ces différents ordres normatifs interviennent en matière de déontologie parlementaire. Donc, en premier lieu, évidemment, on a l'ordre normatif juridique, donc qui va s'exprimer, évidemment, au premier égard, par le type, l'instrument par lequel, en fait, les règles de déontologie parlementaire vont réguler le comportement. On se saisit donc de normes juridiques, de textes de loi. Au Québec, il s'agit même d'une loi qui encadre le comportement des parlementaires. Et donc,
l'ordre normatif juridique est ici fortement assimilé à une conception positiviste du droit. Ceci entre un peu en contradiction avec, dans le fond, jadis, la déontologie parlementaire était principalement régulée directement au sein des institutions parlementaires elles-mêmes et elle échappait un peu de façon générale au droit positif. Donc le choix de cet instrument juridique depuis les dernières années pour en fait mettre fin aux abus en matière de mauvais comportements, pour mettre fin à la mauvaise conduite des parlementaires, eh bien, en fait, c'est une interaction, si on veut, avec l'ordre normatif politique, puisque le choix de ce véhicule juridique pour l'ordre politique, en fait, constitue une possibilité de gain considérable pour ceux qui mettent en place ce type de règles. Sur un autre niveau, par contre, les règles juridiques en déontologie parlementaire vont avoir une portée beaucoup plus symbolique qu'éminemment coercitive. Et ça, ici, on a une certaine interaction avec l'ordre normatif éthique, puisque le contenu de ces règles, en fait, va être de nature, justement, plus éthique, va être beaucoup moins, de nature plus axiologique, plus interprétative, et donc va constituer une forme de droit souple et va être plus près de ce qu'on retrouve, par exemple, dans les droits fondamentaux. Donc maintenant, pour ce qui est des manifestations de l'ordre normatif politique en matière de déontologie parlementaire, eh bien, il faut comprendre que l'ordre normatif politique est particulièrement dominé aujourd'hui par l'influence qu'a dans cette sphère l'influence des partis politiques. Donc, les partis politiques aujourd'hui déterminent en grande partie le fonctionnement des institutions politiques, le fonctionnement, la mise en agenda, donc, dans les institutions politiques. Et cet élément va illustrer, selon moi, un premier paradoxe des règles en matière de déontologie parlementaire et une difficulté particulière dans l'effectivité de ces règles de déontologie. C'est-à-dire que les règles qui visent à rendre la décision des parlementaires plus transparente, plus dénuée de toute influence négative, bien, la décision du parlementaire, elle va également être prise dans un environnement qui est entièrement dominé par des considérations partisanes qui, souvent, elles, peuvent facilement échapper à toute rationalité. Et donc, le parti politique, l'ordre politique partisan va constituer le premier bassin de gestion de la déontologie parlementaire, de l'écart déontologique parlementaire, et certains partis vont même eux-mêmes déterminer de leurs propres standards à l'intérieur de leur propre organisation. Et c'est eux-mêmes qui vont aussi se saisir des écarts déontologiques, entre autres. Par exemple, c'est eux qui vont décider de comment, à l'interne, sera gérée la crise qui pourrait être causée par un écart déontologique d'un des leurs, mais surtout, c'est eux qui vont choisir comment va être utilisé l'écart déontologique d'un de leurs adversaires devant les médias et en chambre. Et à cet effet-là, l'écart déontologique d'un adversaire, ça pourra considérer un gain politique incroyable, et là, on pourra y rajouter dans cette possibilité de gain tout le capital politique qui peut être fait justement sur l'adoption et la mise en œuvre, la mise en place de nouvelles règles en cette matière, donc tout le recours à la normativité juridique, donc ici pourra ajouter à ce gain possible dans l'ordre politique. Le troisième ordre que j'ai pu identifier, donc troisième manifestation donc, normative distincte dans ce domaine de la déontologie parlementaire, ce serait au niveau de l'ordre normatif administratif. Et là, donc, l'ordre normatif administratif, lui, je le considère plutôt dans le choix de l'administration indépendante, le choix d'une autorité administrative indépendante pour gérer les questions de déontologie parlementaire. On n'a pas affaire à des juges, on n'a pas affaire aux parlementaires eux-mêmes qui sont de l'ordre politique. On utilise vraiment l'administration et à ses principes d'efficacité, de neutralité, donc pour gérer la gestion quotidienne de la déontologie parlementaire. Et donc, selon moi, il s'agit d'une seconde stratégie pour neutraliser, si on peut dire, dépolitiser ce domaine, donc après le recours à des normes juridiques. Donc, on inscrit ces normes dans l'ordre juridique pour les neutraliser et ensuite, on les met entre les mains d'un ordre administratif. De ce fait, donc, l'enquête déontologique va être entièrement indépendante et complètement donc, faite à l'extérieur de l'arène politique.
Cependant, sur cet aspect, on peut avoir énormément de réserves, puisque souvent, en dernier lieu, la décision de sanctionner et la possibilité de mettre en œuvre les règles de déontologie parlementaire vont, en vertu du principe de l'autonomie législative, vont revenir entre les mains des parlementaires eux-mêmes. Toutefois, l'autorité administrative va certainement jouer un rôle ici de passeur entre le niveau l'ordre politique et l'ordre juridique, et elle va viser à formater d'une certaine façon les règles juridiques, à faire accepter l'institution déontologique au quotidien par le milieu politique, qui, même s'il est à l'origine des règles, pourra être plus ou moins, en fait, réfractaire à la mise en œuvre de ces règles. Et finalement, dernier ordre normatif, donc, qui peut se manifester donc, en matière de déontologie parlementaire, c'est évidemment l'ordre normatif éthique. Et là, je parle d'ordre normatif, mais bon, on parle donc plutôt de la nature, de l'esprit des règles qui vont incarner la déontologie parlementaire. Et là, on retrouve ça de façon similaire dans plusieurs autres domaines déontologiques. Évidemment, beaucoup de règles dans les lois sur le comportement, qui visent à encadrer le comportement des parlementaires. Donc, beaucoup de règles sont composées de valeurs qui vont identifier ce que va constituer une bonne conduite d'un parlementaire. Je prends par exemple l'objectivité, la responsabilité, l'ouverture, l'honnêteté. Et ça, c'est des concepts qui se retrouvent directement dans le Code de conduite britannique, par exemple. Donc, ce type de normes vont viser à induire un comportement moral spécifique chez le parlementaire. Ils vont viser donc en fait, à lui fournir un cadre de principes qui lui permet donc d'évaluer son action avant d'agir, mais on est donc plutôt dans l'ordre de la réflexion éthique plutôt que dans l'ordre de la réflexion coercitive, obligatoire, à laquelle on a plutôt donc affaire dans le monde positiviste juridique. Et donc, je vais terminer sur en résumant que, en fait, selon moi, toutes ces normativités, en fait, interagissent dans le domaine de la déontologie parlementaire et peuvent se justifier par l'importance et la déférence qu'on va accorder aux principes démocratiques, en fait, dans ce domaine particulier de la déontologie parlementaire, puisqu'il est justement au croisement de la politique, de l'éthique, du droit et de l'administration. Et donc, selon moi, et je terminerai sur ces quelques mots, le principe démocratique va en soi expliquer le choix de la symbolique juridique, puisqu'on se rattache à la conception d'un état de droit qui établit des règles stables et donc même un régime de droit démocratique pour tous. Il va également expliquer la tolérance qui va pouvoir être accordée au champ politique en cette matière, puisque, évidemment, les parlementaires sont des élus qui ont été sélectionnés, donc élus directement par le biais du processus électoral, et donc sont issus du régime représentatif démocratique. Ensuite, ce principe démocratique va également pouvoir expliquer la neutralité du champ administratif, et finalement, le principe démocratique va certainement fonder les quelques valeurs éthiques qu'on a pu également inscrire dans ce type de règles sur la déontologie parlementaire. Et donc, voilà, c'était ma proposition. Merci, Andréane. Dernier panéliste, Jean-Sébastien Sauvé, qui est tous les jours au deuxième étage. On me dit qu'il est sur le point de finir. Donc, c'est lui qui l'a dit depuis 2 ans déjà. Ça fait 1 an qu'il est en train de finir, enfin qu'il est sur le point de finir. Non, je rigole. Apparemment, ça avance très bien. Un dépôt. 2016. En 2016. Touche du bout. Ce sera pas bien long, je vais me passer. Question de ne pas défaire tout le mobilier. Assurer d'avoir le temps compté, parce que j'ai tendance à m'éterniser dans mes paroles pour connaître ses faiblesses. Alors, ça va? Go!
Oui, voilà. Génial. Alors, le professeur Gautret vient de mentionner que je suis doctorant. C'est vrai, je suis doctorant ici depuis quelques années déjà. Bon, enfin, pas beaucoup, puisque je suis dans ma 3e année, autour de ma 3e année encore. Mais tout ça pour dire que je suis un doctorant qui étudie une réalité sociale qui est très peu étudiée dans le milieu juridique au Québec, qui est la situation juridique des personnes intersexes, queer et trans. Je vais revenir plus tard sur qui sont ces personnes, mais pour terminer la présentation, peut-être ce sera bien de souligner que je suis un chercheur cisgenre, c'est-à-dire que je m'identifie à la mention de sexe qui m'a été assignée à la naissance et que je suis également hétérosexuel. Alors voilà, maintenant, les présentations sont faites. Si l'on parle des droits des personnes trans, parce que c'est sur leurs droits que je vais me concentrer aujourd'hui, cette année, on a pu voir dans l'actualité plusieurs développements. Des développements qui parfois ont été heureux, des développements qui, parfois ont été heureux, mais avec un succès mitigé, et des développements qui, franchement, ont été malheureux. Je ne vais pas, en guise de cette introduction, couvrir chacun de ces développements, mais seulement souligner, d'une part, que les conditions pour obtenir le changement de la mention de sexe ont été modifiées cette année. Depuis le 1er octobre 2015, sachez qu'il n'est plus nécessaire pour les personnes trans de subir avec succès des traitements médicaux et des interventions chirurgicales avant d'obtenir le changement de la mention de sexe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que depuis le 1er octobre 2015, il n'est plus nécessaire pour la femme trans de subir une castration irréversible et pour l'homme trans de subir une hystérectomie accompagnée d'une salpingo-ovariectomie. Donc, même si les droits et libertés existent depuis un bon moment déjà, c'est seulement le 1er octobre 2015 qu'on a reconnu qu'il y avait peut-être un problème juridique à demander à ces personnes de se faire stériliser avant d'obtenir le changement de la mention de sexe. Alors, pour autant, la procédure de changement de mention de sexe, elle n'est pas encore exempte de transphobie. C'est une notion sur laquelle je vais me concentrer dans quelques instants. Il y a plusieurs personnes qui ont été laissées pour compte. Quand on pense à la transphobie, par contre, on a plus souvent tendance à voir comme exemple l'énième revers de la bonification, de l'interdiction de discriminer les personnes trans qu'on trouve dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Alors, depuis plusieurs années déjà, il y a une proposition de loi qui revient à chaque session parlementaire qui vise à ajouter l'identité de genre et l'expression de genre dans la liste des motifs pour lesquels la discrimination est interdite. Sans faire de considérations développées sur ces deux concepts, soulignons simplement que l'identité de genre est la réponse offerte à la question visant à savoir si on est un homme, une femme ou autre, considérant que c'est personnel et susceptible d'évolution, alors que l'expression genre, c'est ce qu'on le communique aux tiers concernant notre genre, ce qui reflète ou non notre identité de genre, considérant que c'est aussi personnel et susceptible d'évolution. Alors, pour rendre ça peut-être un peu plus vivant, je dirais simplement que pour moi, je m'identifie comme un homme, je pense communiquer une image masculine, le masculin étant généralement associé au fait d'être un homme, mais ce n'est pas une règle générale qui ne souffre pas d'exception. Dans tous les cas, la volonté d'ajouter l'identité de genre à l'expression de genre dans la loi canadienne sur les droits de la personne, elle est souvent combattue avec un argument qui revient tout le temps, qui est l'argument de la sécurité. Et la sécurité supplanterait, dans ce cas-là, l'égalité que les personnes trans devraient pouvoir avoir. Alors, l'argument se formule généralement ainsi, de permettre l'identité de genre à l'expression de genre, de les faire figurer à la liste des motifs de distinction illicite, ça va augmenter les risques pour les femmes et les fillettes d'être victimes de violences sexuelles, parce que des hommes pourront invoquer ces motifs-là pour s'introduire dans des endroits où la ségrégation des sexes, elle est reconnue comme étant de mise. Je pense par exemple aux toilettes et aux vestiaires. Et ces hommes pourront s'adonner à leurs activités illicites et lorsqu'ils se feront prendre, vont clamer, ben voilà, ça m'allait de mon droit à l'égalité, ça faisait partie de mon identité de genre, ça faisait partie de mon expression de genre. Alors, aussi farfelu que cela puisse être, cette raison revient chaque fois que le débat est lancé et des considérations qui vont s'approcher ou quand même être liées de près ou de loin à ces considérations-là vont émaner chaque fois qu'on va parler d'accès aux toilettes publiques. La modification de l'identification de certaines toilettes dans ce pavillon cet été a été un exemple intéressant de ces discours.
Ceci étant dit, je ne vais pas m'attarder à ce qui s'est passé cet été quand on a changé certaines identifications pour les toilettes et un peu une dérive sécuritaire qui semble en avoir émané. Je vais plutôt me concentrer sur la notion de transphobie, parce que les deux exemples que je viens de vous donner appellent la considération de cette notion-là. C'est une notion qui est de plus en plus utilisée, considérant notamment que depuis le 17 mai de cette année, on parle de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et de la transphobie. Sauf que souvent, quand je parle de transphobie, le monde me dit « ben voyons, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette notion-là? Jamais j'en ai entendu parler. J'ai ouvert le petit rapousse il n'y a pas plus tard qu'il y a un instant, et je n'ai pas vu cette notion inscrite dedans. » Alors, qu'est-ce que c'est la transphobie? C'est ce sur quoi je vais m'attarder dans la présentation. Alors, essentiellement, en 10 minutes, 5, il y a toujours des limites à donner à son discours, donc il y a beaucoup plus à dire sur la notion de transphobie que ce que je vais dire maintenant, mais je pense que mon objectif, du moins, va être atteint, qui est de vous faire faire un tour de ce que cette notion peut vouloir dire et quelles sont les limites de chacune des façons avec laquelle la transphobie est comprise. Alors, une première définition de la transphobie pourrait être la peur irrationnelle des personnes trans, soit des personnes transsexuelles ou transgenres. On parle alors d'une transphobie ou d'une phobie des personnes trans. C'est une définition qui notamment a été adoptée en 2005 par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans son rapport intitulé « De l'égalité juridique à l'égalité sociale vers une stratégie nationale de lutte contre l'homophobie ». Et dans ce rapport, elle disait tout simplement que la transphobie était une aversion ou une attitude négative envers la transsexualité, le transgenrisme, le travestisme ou encore contre les personnes transsexuelles, transgenres et travesties et tout ce qui leur est associé. Alors, c'est une définition qui était adoptée par la Commission des droits de la personne. Ça reprenait d'une certaine façon une définition qui avait été un peu plus tôt proposée par une théoricienne américaine trans qui est Julia Serrano, qui disait tout simplement, et là vous excuserez mon anglais de Sorel Tracy, transphobia is an irrational fear of, aversion to, or discrimination against people whose gender and identities, appearance or behaviors deviate from societal norms. Alors essentiellement, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que la transphobie, c'est une peur. Et pour moi, cette définition-là m'apparaît beaucoup trop restrictive. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord et avant tout, la transphobie ne se présente pas seulement comme étant une phobie des personnes trans. Et la discussion qui va suivre va mettre ce fait en lumière. Mais également parce que la transphobie n'est pas seulement liée à une façon exclusive aux personnes de comprendre ce que sont les personnes trans et de pourquoi on devrait en avoir peur. Bref, ce n'est pas le lot de seulement des personnes qu'on pourrait dire comme étant, qu'on pourrait qualifier de phobiques. En fait, c'est pas parce qu'on a peur ou pas peur, on peut être transphobe sans nécessairement avoir une peur des personnes trans. Également parce que cette notion-là ne porte aucune considération aux origines sociales de la transphobie, ce qui me semble être la plus importante limite à ce niveau-là, et parce qu'elle fait de la transphobie une exception, alors que cette dernière se présente plutôt malheureusement aujourd'hui comme étant la règle générale. Alors pour ça, il y a eu certaines discussions et il y a une deuxième définition de la transphobie qui a été adoptée plus récemment. On la trouve dans le plan gouvernemental de lutte contre l'homophobie 2011-2016 et cette définition-là, comme on va le voir, fait un rapprochement avec la façon avec laquelle on entend la discrimination au sens de la Charte québécoise. Alors dans le plan gouvernemental, on dit que la transphobie réfère à toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet ou à la discrimination, directe et indirecte, envers des personnes transsexuelles, transgenres, travesties, ou à l'égard de toute personne qui transgresse le genre, le sexe ou les normes et représentations relatives au genre et au sexe. Alors, cette définition-là, on voit qu'elle fait un pas de l'avant par rapport à la précédente. On commence à avoir une certaine considération des origines sociales qu'il peut y avoir dans la notion de transphobie, mais pourtant, ça m'apparaît encore une fois comme étant trop restrictif. D'abord et avant tout, je trouve intéressant qu'on oublie la discrimination systémique alors que ça vient d'un plan gouvernemental. Je ne voudrais pas accuser personne de mauvaise foi, mais une vision cynique de la situation nous permet quand même de nous poser la question considérant que la transphobie systémique, c'est celle qui touche de façon plus insidieuse et vicieuse les personnes trans qui tentent de se faire reconnaître. Alors que dans un plan gouvernemental, on la laisse de côté, alors que la discrimination systémique, elle est reconnue depuis plusieurs années déjà comme faisant partie des formes de discrimination interdites par la Charte québécoise. Je trouve ça tout de même intéressant. Bref, je soulève une question. Mais aussi parce que de qualifier d'emblée des attitudes comme étant négatives
ça pose l'épineux problème d'identifier ce qui est négatif et surtout de qualifier ce qui est négatif dans le cadre d'une société qui peut être qualifiée comme étant cisexiste et hétérosexiste. Alors, probablement que ces termes-là non plus, vous ne les avez pas vus dans le dictionnaire Larousse. Je vais en présenter une brève définition. Le cissexisme réfère tout simplement à la préférence accordée aux personnes qui s'identifient du genre associé à la mention de sexe leur ayant été assigné à la naissance. Et l'hétérosexisme, on pourrait dire que c'est la préférence accordée aux personnes hétérosexuelles ou aux personnes qui adaptent ou calquent leur mode de vie sur l'hétérosexualité. Alors, dans un contexte comme celui-là, la question difficile qui va se présenter, et la question qui, à mon avis, est inutile aussi, et je vais le dire pourquoi dans quelques instants, eh bien, cette question, c'est est-ce que de traiter de façon anormale une personne qui est perçue comme anormale, est-ce que de la traiter d'une façon négative et surtout, qu'est-ce que c'est que de la traiter d'une façon négative et aux yeux de qui? Aux yeux d'une part de la personne qui est perçue comme anormale, mais aussi, d'un autre côté, aux yeux de la personne qui est perçue comme normale. Alors là, on commence à se poser des questions, oui, mais qu'est-ce qui est négatif, selon quel contexte, selon quel point de vue, et finalement, on se trouve à passer à côté de ces considérations pour l'égalité des personnes trans. Donc, pour moi, je pense que la transphobie, on pourrait beaucoup plus aller vers une définition beaucoup plus large qui permettrait de viser de façon complète le phénomène tel qu'il se présente. Et la transphobie référerait aux attitudes pouvant mener au rejet et à la discrimination envers toute personne qui transgresse les normes de genre, du moins celles qui sont reconnues. Je pense que la définition peut être qualifiée de radicale pour certains, mais si l'égalité pour vous est une notion radicale, eh bien je suis fier de défendre cette notion radicale. Ceci étant dit, je vais conclure parce que je suis déjà hors délai. De considérer, d'étudier la situation juridique des personnes intersexes, queer et trans au Québec, ça amène à se poser une question intéressante sur le droit à l'égalité. Et la question, elle est celle-ci, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un droit à l'égalité? Pour tout dire, chaque fois que je fais des présentations publiques devant un public qui, notamment, est constitué de personnes trans, je ressens toujours un malaise à aller leur parler d'un droit à l'égalité qu'ils auraient. Parce que sur le terrain, ils ne l'ont pas, et lorsqu'on regarde le cadre juridique qui est applicable, eh bien, ils ne l'ont pas non plus d'un point de vue, du point de vue des normes juridiques qui s'appliquent à elles. Alors, dans la charte, on va dire vous avez le droit à l'égalité, mais lorsqu'on regarde le cadre juridique qui s'applique à elles, lorsqu'on regarde leur situation sociale, bien cette égalité-là, elle ne se manifeste pas. Alors, pour moi, je pense qu'on devrait peut-être parler, du moins d'un côté théorique, d'un droit à un certain dérangement, hein, d'un droit à déranger dans une certaine mesure, une mesure qui est définie en ce moment par les termes du cissexisme et de l'hétérosexisme. Alors tout ça pour dire que la transphobie, dans un tel contexte, a encore des jours heureux à vivre, et je mets heureux en très très gros guillemets, et c'est-à-dire que vous allez m'avoir encore sur le dos pour plusieurs années, je pense. Merci beaucoup. Oui, c'est éclectique, c'est très polymorphe, encore une fois, à l'image de notre séance. L'Assemblée des chercheurs et des étudiants est à 17h15, c'est prévu une petite période de tampon. Donc la différence avec l'Assemblée, c'est qu'on aura un verre de vin. On va continuer à réfléchir. On a une 10-15 minutes.